Avec vous, c'est l'after, bien sûr, sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, Simone Rovera qui nous rejoint. Bonsoir. Notamment pour parler de Naples dans quelques minutes, mon petit Simone. Mais on va d'abord conclure sur Monaco et dire un mot quand même de Jardim. On a finalement assez peu parlé de lui depuis le début de l'after. Stéphane est avec nous. Stéphane, bonsoir. Salut les gars. Salut. Qu'est-ce que tu as pensé des choix de Jardim ce soir, Stéphane ? Alors les choix, moi c'est surtout au début quand je vois Tielemans sur le côté droit, je me dis qu'est-ce qui se passe quoi. On commence à être un petit peu habitué au début de la saison à cause de ses choix et c'est les recrues qui ne fait pas jouer forcément bon poste quoi. On voit un petit peu ce que ça donne et il n'y a pas vraiment une assise stable en fait au niveau de l'équipe, contrairement à l'année dernière, ce qui pose gros problème. On voit encore ce soir quoi. Alors à sa décharge, après, lui se plaint de dire excusez-moi de devoir à chaque fois reconstruire. Ça, moi je le comprends, Ça, complètement. Moi Jardim, Ouais, mais bon, il le sait, il connaît le projet. Ce que je veux dire là-dessus, tu peux pas. Je pense que c'est l'homme de la situation de ce côté-là. Il a déjà fait ses preuves depuis le début qu'il a pris cette équipe. Il a des résultats. Mais Stéphane, moi, où là, je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'au début du match, alors après, il est mieux placé que quiconque pour savoir. Et Keita, sur un côté, moi, je trouve qu'il fait d'énormes différences. Au début du match, il joue en 4-2-3, avec Tielemans en soutien de Falcao, et Keita sur le côté droit, et Thomas Lemar sur le côté gauche. Après, il s'adapte, parce que Tielemans est complètement absent du début du match, et il se dit, Keita, je vais le rapprocher, je vais rejouer en 4-4-2, comme je faisais l'année dernière, à l'époque, et je vais mettre Tielemans côté droit. De toute façon, il peut pas être pire. À l'arrivée, il a été pire dans les deux positions. Personnellement, Tielemans, j'ai jamais vu jouer sur ce poste-là. Anderlecht, ça a toujours été un milieu def ou. Mais alors dans ces cas-là, c'était vraiment pour dépanner. Là, il y avait d'autres solutions, donc c'est ça que je comprends pas. Non, mais encore une fois, après, je dis pas qu'il est fébrile et qu'il a pas osé, mais je pense qu'il s'est rendu compte vite fait que Tielemans faisait pas de différence dans le cœur du jeu, donc il l'a mis côté droit. Et pour pas aller contre Tielemans, parce que c'est un jeune joueur, il vient d'arriver, et là si tu le sors au bout d'une demi-heure de jeu, le mec il peut prendre 2-3 coups derrière la tête. Il l'a laissé jusqu'à la mi-temps et il a essayé de réadapter. Comment ? Excuse-moi, c'est pas une question de le sortir au bout de 30 minutes de jeu, c'est avant le match en fait qu'il faut y réfléchir à ça. Mais bon, ça après il fait des choix. Ce que je veux dire, un entraîneur, si il fait pas jouer Tielemans, il y en a certains ils vont dire pourquoi il joue pas Tielemans, et s'il fait pas jouer un tel, et pourquoi il joue pas, ça fera toujours parler. C'est après coup, quand tu vois le match de Monaco, oui, tu peux te poser des questions sur l'entrée de Ronny Lopez. Pourquoi il l'a pas fait rentrer plus tôt? Parce qu'à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a été intéressant. Le problème, c'est que c'est le genre de questions qu'on se pose à la fin de chaque match de Monaco ces derniers temps. Regardez Porto, par exemple, avec Diakaby. J'ai rien contre Diakaby. C'est vrai. Il fait ce qu'il peut. Mais Diakaby il a disparu, laissez terminer. Non, mais en même temps, Jardim, il est peut-être aussi dans un truc où il est un peu paumé parce qu'il trouve pas de solution. Attends, c'est quand même grave de. Non, mais je sais pas. C'est vrai que je pense pas qu'il soit paumé. Je pense qu'il essaye de relancer certains joueurs, de les amener tranquillement. Il travaille tranquillement pour trouver la bonne formule. Et tu sais où il se fait plomber là aujourd'hui, Jardim, parce que tu peux poser que tout ce que tu veux et on peut le critiquer. Et il est critiquable sur ses choix, par exemple. Mais moi, je mets un bémol là-dessus. C'est que déjà, je trouve qu'il a fait ses preuves par rapport à cette jeunesse où il arrive à les amener à les faire progresser et à les amener au top. Comment ? On est complètement d'accord là-dessus. Non, mais et que oui, peut-être qu'il fait des erreurs. Il est peut-être pas inspiré en ce moment, c'est vrai, dans ses choix, c'est possible. Mais là où il se fait plomber, et il faut reconnaître, c'est l'état d'esprit de ses défenseurs. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Tu sais, il peut pas s'imaginer que Sidibé et Touré, ils vont penser qu'il y a une chose, c'est attaquer et pas défendre. Ouais. Alors, il y a une chose, les gars, je vous propose d'écouter Djibril Sidibé. Première réaction qu'on reçoit là, donc en direct de Monaco, après la défaite de 1 face à Beşiktaş. On écoute. C'est sûr qu'il manquait beaucoup d'ingrédients. Après, à ce niveau-là, ça paye cash. Il manquait de l'agressivité, de la vitesse. Voilà, je sais qu'on a perdu beaucoup de joueurs, mais bon, le passé, c'est le passé. Voilà, aujourd'hui, on va se reconcentrer sur ce qu'on sait bien faire. Voilà, chacun il va se remettre en question. Et puis,
on va discuter tranquillement et puis pour essayer de renouer avec la victoire simplement. Ouais, mais attends, c'est remise en question. D'un moment, il faut arrêter. La remise en question, c'est après Porto. Gilbert, on était d'accord pour dire que les buts de Porto, c'est exactement le deuxième but qu'ils prennent contre les Beşiktaş. Et ben la remise en question, les cocos, d'un moment, et il faut avancer. L'expérience de l'année dernière, ça doit te servir. La remise en question, elle peut pas être. Dès que tu rates un match, on va se remettre en question, ça va aller. Mais ça va aller quoi? Non, ça va pas aller. Hein. Dire c'est avant qu'il faut appuyer, parce que là aujourd'hui, la remise en question, je veux bien, mais la Ligue des Champions, à la poubelle. Voilà, maintenant tu vas jouer pour l'Europa League et encore, il faut arracher la 3e place. Il faut y aller. Je te parle d'arracher. Hein. Stéphane, Boulet, pied carré, taulier, qui t'a envie de citer ce soir? Il se qualifie. En remportant, t'as 10 points. 10 points, tu peux encore te qualifier. Mais bon, ils ont 2 déplacements. Qualifiés, avec 9 tu dois points. aller à Beşiktaş et à Porto. Ouais. Ils ont un calendrier compliqué. Hein. Même la 3e place, ça va être compliqué. Ouais, exactement. Ouais, Stéphane, donc je disais sur l'évaluation, là, on t'écoute. Alors les gars, juste avant l'évaluation, je vais juste soulever un point, juste 30 secondes, qui n'a pas encore été dit. Moi, j'ai été, si vous me permettez, hein, vas-y. J'ai été mais littéralement scotché et choqué par l'attitude des joueurs après le deuxième but. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, au-delà de l'absence de révolte, même s'il y a eu 2-3 occasions, moi, ce qui m'a mis vraiment dedans, c'est, je sais pas si vous voyez l'attitude physique, je veux dire, des joueurs juste après le deuxième but, alors que c'était la 60e. Stéphane, non seulement je suis d'accord, mais j'ai exactement vu la même chose. Quand il y a ce deuxième but, qui en plus est un but, comme on a l'habitude de dire, un peu d'école, genre décalage côté droit, centre, tête, action basique, classique, il y a des mecs qui affichent clairement une exaspération et un agacement, une réaction qui est négative, pas une colère positive, une colère vraiment mais qu'est-ce que vous foutez, comme si tu dis à l'autre mais qu'est-ce que vous foutez, vous avez merdé, en gros, où on rejette la responsabilité sur d'autres et où justement on n'est plus dans une démarche collective et dans une réaction positive. J'ai exactement vu cette chose-là. Ouais. J'ai vu beaucoup de dépit aussi, alors qu'on était à la 60e, il restait 30 minutes à jouer et j'ai halluciné en fait parce que je reconnaissais pas mon équipe là. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que les joueurs, quand tu es sur le terrain, tu sens quand tu es dans le bon tempo et tu sens quand tu es complètement à la ramasse. Et je pense que même à un partout, les joueurs, ils devaient se dire, écoute, aujourd'hui, on n'a pas de peps, ça défend mal, on n'a pas l'état d'esprit d'habitude, et que le deuxième but, il te plonge encore plus parce que Allez, évaluation rapide, les gars. Vite fait, il y a un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Moutinho. Tu le classes comment ce soir? Moutinho était correct, hein. Sincèrement, j'ai trouvé meilleur que Fabinho, on va dire, dans ce registre de récupérateur et d'harceleur. Mais j'ai envie de mettre en avant Falcao parce qu'encore une fois il touche 2 ballons et demi, il en met un au fond. Oui, taulier côté monégasque. Voilà. Keita, qu'est-ce que t'en penses? Keita Baldé. Comme je disais au standard, moi je mets tout de suite pied carré. Parce que, en tout cas sur ce match-là, attention, je ne prends pas juger le Keita Baldé qui a fait ses preuves à la Lazio, etc. Mais l'occasion qu'il rate sur le déboulé de Ronny Lopez, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et après, il y a cette action en première période où il enrhume Pépé qui fait une énorme faute. Et là, ça doit se finir en but. Oui. Mais alors, est-ce qu'il doit donner le ballon avant pour ne pas risquer d'aller se faire arrêter de cette façon par Pépé? C'est dur, parce que là, pour le coup, il avait vraiment enrhumé 2 défenseurs. Là, il avait fait ce qu'on attend de Baldé, quoi. C'est vrai. Il fait 30 premières bonnes minutes. C'est lui qui donne le ballon à Falcao. C'est justement juste après cette occasion-là, c'est lui qui avance avec la balle, qui la donne au bon moment. Après, il y a Falcao qui effectivement, avec un éclair de génie, le petit crochet, le petit pont et petit pointu. Mais oui, c'est en fait comme beaucoup de cette équipe, ils sont éteints après notre but, quoi. Et c'est pas compréhensible. Merci Stéphane, bonne soirée. Stéphane. On va conclure là le dossier Monaco, les gars, parce qu'il s'est passé plein d'autres choses ce soir. Simonet est là, Philippe Auclair est là, et David Lorto est là également. David, bonsoir. Allô Freunde, salut messieurs. Salut David. David, on va démarrer par toi. Pourquoi? Parce que Leipzig est dans le groupe de Monaco, c'est important. Philippe, bonsoir, je t'entends, j'entends ton rire de légende. Non, il n'y a pas de problème. David, Leipzig gagne et se relance. Ah oui, c'est historique ce soir. Première victoire de l'histoire de ce club en Ligue des Champions. Et une victoire ô combien importante. Tout ce que vous avez décrit, et je vous ai écouté depuis le début de l'after, avec attention, tout ce que vous avez décrit qui a manqué à Monaco, et notamment quand Jérôme a parlé d'état d'esprit,
C'était côté Leipzig ce soir. On a vu une équipe, on a vu des joueurs qui faisaient tous les efforts les uns pour les autres, notamment les deux milieux offensifs magnifiques, Naby Keita et Forsberg, qui sont revenus défendre dans leur propre surface. Ah, donc il y a un Keita qui a brillé alors Oui, voilà, exactement. Et ça fait une victoire 3-2 contre le FC Porto à l'arrivée avec une vraie domination. Il y a 3 passeurs magnifiques dans cette équipe. Kevin Campbell, le milieu défensif, Keita et Forsberg. Et derrière, devant, il y a eu un but de Augustin. Ah oui, Jean-Kévin Augustin, le but de la victoire. Marqué, donc. Et oui, Forsberg a marqué lui-même et Orban, le capitaine, a donné l'exemple aussi. On a vu le Leipzig qu'on connaît en championnat. On avait vu l'année dernière. Une vraie équipe, un vrai collectif. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle en Allemagne le turbo-football, hein, le football turbo, c'est-à-dire des joueurs qui vont très vite vers l'avant, qui jouent très vertical, dans un jeu très vertical. Et cette victoire-là, elle est méritée. Et Leipzig est fier ce soir parce qu'ils ont la possibilité de se qualifier désormais avec 4 points, contrairement à Dortmund qui, lui, a énormément déçu en faisant match nul 1 partout à Nicosie. Avec un but de Poté. En même temps, il tombe sur l'équipe de Michael Poté quand même. Tu vois. Oui, d'accord. C'est très dur pour Dortmund parce que certes ils étaient dans le groupe dit de la mort, mais là Dortmund ils vont pas s'en sortir parce qu'à Nicosie tu dois, vu la difficulté du groupe, tu dois, c'est là-bas que tu dois prendre les points. Là t'es crappé. Merci David. Dortmund cramé par Michael Poté. Merci messieurs. Salut, bonne soirée. Tu connais pas Michael Poté toi? Non. Juste. Je précise quand même, messieurs, que Leipzig réussit une très très belle semaine puisqu'ils avaient battu Dortmund 3-2. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est peut-être l'honneur de la Bundesliga, puisqu'on avait, souvenez-vous, la fois dernière, lors de les 2 dernières journées de Ligue des Champions, c'était défaite sur défaite pour les clubs de Bundesliga. Donc là, c'est l'honneur qui est sauvé avant le match du Bayern, bien sûr, demain. Bonne soirée. Duel Salut, anglo-italien entre City et Naples. Philippe et Simonet. Alors Philippe, c'est ta soirée, hein, parce que là, les Anglais. Depuis le début de la saison, on en parle ensemble, hein, mon vieux. Cette année, les Anglais vont être durs à battre. Ah ouais. Ben je pense que Simonet sera comme moi, même après la défaite de Napoli. On a vu un match magnifique à Manchester. T'as regardé lequel, toi? Les deux. J'avais Tottenham sur ma tablette et j'avais Manchester City sur l'ordi. Par contre, je peux te dire que Liverpool, j'ai même pas essayé de regarder. J'ai vu les buts. 7-0, mais bon, avec un Jürgen Klopp qui était absolument ravi. Je pense pas que ça ait nécessairement une grande importance. Enfin, c'est dans un groupe extrêmement compliqué, mais c'est pas là que les choses se passaient. Les choses se passaient à Madrid, bien évidemment, et à Manchester. Et les 30 premières minutes qu'on a vues de Manchester City ce soir, c'était tout simplement, c'était de la poésie, c'était inouï. Je sais pas la façon dont le courage qu'a cette équipe pour jouer depuis le gardien jusqu'à Jesus. Naples s'est demandé ce qui leur aurait été tombé sur la tête et ils auraient pu être menés 4-5. 5-6-0 même après une demi-heure de jeu, mais tout à fait, enfin, ils ont montré ce qui en a fait un super match, c'est le fait que Naples s'est réveillé, que la deuxième période on a vu quelque chose de beaucoup plus équilibré et sans un penalty sauvé par Ederson, qui sait ce qui aurait pu se passer, mais bon, on espérait un match à la hauteur de ce que ces deux équipes nous ont montré depuis le début de la saison. Naples a déçu dans la première demi-heure, mais ensuite, je pense qu'on a vraiment eu ce qu'on espérait. C'était franchement du très haut niveau et une confirmation de tout ce qu'on a dit sur Manchester City et sur Napoli depuis le début de la saison. Alors Naples rate un penalty. Hein. Oui, Ederson le sauve. Naples rate un penalty, rate ces 30 premières minutes. Il rate un penalty, il y en a un autre qui peut être sifflé. C'est un peu tendu. Hein. En Italie, les commentaires étaient plutôt positifs. Naples sort la tête haute. Il faut dire qu'il y a un apprentissage européen pour cette équipe. Il faut passer par des étapes. C'est une équipe qui n'a encore rien gagné d'important en Italie. C'est difficile de penser qu'ils vont prendre la scène européenne. C'est une chose qui arrive pas souvent de voir une équipe qui ne s'est pas imposée encore dans son pays, qui va être protagoniste absolu sur la scène européenne. Naples joue une heure, je pense, au même niveau que City. Et c'est pas parce que City a levé les pieds de l'accélérateur, c'est pas une équipe qui fait ça généralement. C'est pas Guardiola qui rejette les jeux. Donc c'est Naples qui a su arriver à élever son niveau. Il y a eu un peu de turnover, ça c'est ce qu'on s'attendait. Diawara, au final, il marque un penalty important. C'est un joueur de 97, donc c'est très jeune. Et là, les courages d'aller frapper ces penaltys après que Mertens rate déjà un premier penalty.
il y a des erreurs, surtout dans la phase défensive, en début de la première mi-temps, mais... Attends, ça va tellement vite. Mais c'est dur, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Parce que City, quand tu les vois jouer depuis le début de l'année, vraiment, ils continuent de progresser, mais ils sont capables de réciter du foot. Et franchement, sur ce que alors nous, on jetait un œil aussi sur ce match-là, parce qu'il avait l'air fantastique, ce match. Mais quand tu vois la qualité, rien que de Kevin De Bruyne, qu'on voit à l'écran, franchement, c'est la passe pour le but de Jésus, c'est pas dégueulasse. C'est beau, que c'est magnifique. Une passe comme Allez, ça. on va continuer le débat dans quelques instants. Donc sur ce match avec ses chapeaux 4. City qui bat Naples 2-1. Je rappelle que B6 a gagné à Monaco 2-1. Tous les autres résultats sont sur rmcsport.fr. Fred Hermel nous rejoindra également avant minuit. Il était au Real ce soir. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite dans l'after.